Il règne ici comme un air d'alchimie. Mais dans ce laboratoire ultramoderne du nord de la France, l'or, c'est le thé vert. Une boisson vieille comme le monde qui aurait 1001 vertus. Les herboristes chinois disaient d'elle, il y a plusieurs siècles, qu'elle rendait la vie meilleure et plus belle. Aujourd'hui, les consommateurs y croient dur comme fer, alors dans les laboratoires, on s'active. Boissons bien-être, cosmétiques, compléments alimentaires. Le thé vert a fait l'objet de tests d'efficacité, en tout cas sur ses propriétés minceurs, donc à la fois un peu brûle-graisse avec la théine et puis drainante. Ouais. Donc il y a des très bons résultats. On a également sa richesse en polyphénol qui garantit son pouvoir antioxydant, donc de lutte contre le vieillissement. Des pilules pour maigrir, des infusions pour retarder le vieillissement. Les produits se multiplient dans ce laboratoire. Le thé vert est un bon filon. Dès qu'on lance un nouveau produit à base de thé vert, les ventes continuent à progresser, elles augmentent. Ce produit a 7 ou 8 ans et il continue à croître. Ce produit a 10 ans, il continue à croître. Celui-là est nouveau, il démarre extrêmement bien. Donc on voit que c'est une plante effectivement qui fait vendre, mais parce qu'aussi les produits sont efficaces. Donc les gens réachètent derrière, donc ce qui fait que nous, nos ventes, elles augmentent. Donc ça nous encourage à continuer à acheter du thé vert. Ces 5 dernières années, les Français ont doublé leur consommation de thé vert. Un marché porteur et prometteur qui aiguise les appétits. Nous sommes partis sur les traces de cette feuille dite miraculeuse au Sri Lanka, un des plus importants producteurs au monde. Dans ces montagnes à 2000 mètres d'altitude, la légende prétend que c'est juste après l'orage que l'on obtient les saveurs les plus délicates. Dans les jardins de thé, les cueilleuses appliquaient enlèvent une par une tiges et bourgeons. Au Sri Lanka, rien n'a changé depuis un siècle. Depuis que les Anglais ont introduit le thé sur l'île, on continue à le cultiver entièrement à la main. Pour ces cueilleuses silencieuses, rien non plus ne semble avoir changé. Derrière les légendes et les paysages de cartes postales, une autre réalité va nous être dévoilée. Notre voyage commence à Colombo, la capitale, avec les maîtres thé d'un important négociant. Dans ces boîtes métalliques, du thé vert, noir, blanc, des échantillons qui proviennent des 4 coins de l'île. Ils vont être goûtés et notés avant d'être expédiés dans le monde entier. Maintenant, on va commencer la dégustation. Ils seront 2 et un assistant va noter les commentaires, les évaluations et tout ce qu'il faut savoir pour chaque échantillon. Et comment est-ce qu'on devient maître thé ? Avec beaucoup d'expérience. Et c'est Alex ce matin qui va mener la dégustation. Il va passer en revue près de 500 variétés de thé destinées au marché européen. Chaque échantillon est examiné dans le moindre détail, la qualité des feuilles, la couleur des infusions, les arômes et les saveurs. Regardez, cet échantillon a une couleur plus foncée par rapport aux autres. En plus, il a un goût fumé. Et si vous le goûtez, vous vous rendez compte qu'il a un goût comme s'il avait brûlé. Donc, éliminé. Ce thé ne fera pas partie de la sélection. Près de 8000 lots sont examinés chaque semaine dans cette pièce. Grâce à l'augmentation de la demande mondiale, le thé vert est devenu une très bonne affaire pour ces maîtres thé qui ont récemment développé leur propre gamme pour le marché français. Le thé noir est vendu entre 3,5 $ et 4 $. Et le thé vert, quant à lui, se négocie entre 5 et 6 $. Il est beaucoup plus cher. Comment vous l'expliquez ? Parce que les méthodes de fabrication sont différentes. Et surtout, on en trouve moins sur le marché que du thé noir classique. Et c'est un thé à la mode. Donc pour toutes ces raisons, il est exceptionnel. L'année dernière, les exportations ont rapporté plus d'1 milliard de dollars au Sri Lanka. Record absolu dans l'histoire de l'île. Il y a 15 ans, le Sri Lanka ne produisait que du thé noir.
De nombreuses plantations se sont converties à la culture du thé vert et aujourd'hui la découverte du fameux thé de Ceylan est devenue une étape obligée dans les circuits touristiques. Ce groupe de Français voyage depuis 10 jours et au programme aujourd'hui, visite d'une usine de thé et rencontre avec les cueilleuses de la plantation. C'est vrai qu'on est plus curieux de connaître le vin, le café, mais le thé, ça semble plus naturel, plus facile, plus normal, je dirais. Je suis très surpris de voir les champs de thé, quoi. Quand on voit ça, je m'imaginais pas ça comme ça, pas du tout. Comment se fabrique le thé? C'est la première étape de la visite. Ça sent très bon. Avant de pouvoir être versé dans nos tasses, le thé est trié, séché, broyé. Il faut 2 à 3 000 feuilles pour 1 kg de thé brut. Ça sent rien? À l'arrivée, sur les tapis du thé noir et le plus recherché de tous, du thé vert. Pour n'importe quel magazine, il parle du thé vert. Là, en ce moment, là, je suis sûre qu'avec tous les magazines qui parlent des régimes et compagnie, là, ça va être bon, ils vont le dire encore, hein. On dirait que ça sent la luzerne un peu. À la différence du thé noir, le thé vert est un thé vierge, séché quelques heures à peine après avoir été cueilli. D'où sa couleur verte et ses vertus médicinales célébrées depuis des millénaires. Oui, mais celui-là, il est meilleur. Celui-là, avec un peu de lait, il est excellent. Les gérants du magasin de la plantation ont flairé le marché. Plus d'une trentaine de variétés proposées aux touristes. Et des tableaux en 4 langues pour vanter ses bienfaits et ses effets supposés. Alors voilà, ici, nous avons les avantages du thé vert. Il coupe le cholestérol, rajeunit la peau. Tue la bactérie d'acné, efficace pour détruire la bactérie intestinale. Contrôle les enzymes, ralentit le cancer, comme le thé noir. Empêche la carie dentaire. Et surtout, prévient la maladie du diabète. La maladie du diabète, voilà. Ah oui, quand on est diabétique. La sécrétion du corps et la tension artérielle. Finalement, ça a quand même pas mal de vertus. Au thé vert. Passage en caisse. Ce jour-là, le groupe repartira avec plus de 20 kilos de thé vert dans les bras. Ces 5 dernières années, c'était surtout les personnes âgées qui buvaient du thé vert. Les jeunes s'y sont mis et les gros aussi. Et aujourd'hui ? Maintenant, tout le monde boit du thé vert. C'est le thé de la bonne santé. Pas vraiment les chaussures pour moi. Suite de la visite, sur les pentes escarpées de la plantation et rencontre avec les cueilleuses, dont le sourire s'étale sur toutes les brochures touristiques. Ça va passer à la télé, ça. Elles sont belles. C'est les feuilles les plus vertes qu'elles cueillent. Ouais, on dirait, oui. T'as vu la vitesse un peu? Je vais l'aider. Tu vas l'aider. Tu vois? Tu vas pouvoir changer de métier. Ben, je vais pas aussi vite, hein. Je le dis, moi. Moi, c'est mieux coupé. Mani, mani. Mani mani, de l'argent. On perd pas le nord. Allez, s'il vous plaît, on a arrêté de travailler pour vous. Donnez-nous quelque chose. Le guide nous apprendra qu'elle gagne 9 roupies pour 1 kilo de feuilles ramassées, à peine 10 centimes d'euros. Les bons jours, les cueilleuses peuvent espérer toucher un peu plus de 2 euros. Tout le thé récolté partira pour l'Europe. Au Sri Lanka, le secteur est une industrie florissante qui fait la fortune de grands groupes privés. Nous nous rendons dans la région de Kandy, au centre de l'île, là où le thé règne en maître. Le long des routes, les cueilleuses sont accrochées à la montagne. Petites fourmis travailleuses, elles sont 300 000 à vivre du thé. Lorsque nous nous arrêtons pour les rencontrer, c'est justement lui qu'elles célèbrent ce matin. Tous les premiers jours du mois, avant de se mettre au travail, on fait une prière. Pourquoi est-ce que vous priez? Pour que nos théiers nous donnent des feuilles en abondance. Des feuilles bien tendres et pour que notre travail ne soit pas une souffrance. Si on fait ça, la cueillette sera bonne. Une prière pour se donner du courage et pour espérer qu'il soit récompensé. Quelques centaines de mètres en contrebas, un autre groupe de cueilleuses a déjà commencé son dur labeur. Et l'ambiance est bien différente. Je ne veux pas avoir de tiges, que des feuilles dans les paniers.
Toi, ne reste pas planté là, mets-toi au travail. Et toi, quand tu auras fini, tu feras la parcelle d'à côté. Une trentaine de femmes surveillées de près par 2 contremaîtres. Ce qui nous marque à première vue, c'est l'âge avancé de la plupart d'entre elles. Des visages fatigués et des corps amoindris. Ne croyez pas que vous allez partir parce que vous travaillez vite. Je veux que le boulot soit fait correctement, la journée n'est pas finie, compris? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des femmes qui travaillent ici? Parce qu'elles sont les seules à savoir bien faire ce travail. Elles ont l'habitude maintenant. Les femmes cueillent les feuilles et les hommes sont à l'usine. À quel âge est-ce qu'elles s'arrêtent de travailler? Ça dépend, généralement autour de 60 ans. Mais beaucoup ont l'air plus âgés. Nous, on force personne à être ici. C'est elles qui nous disent qu'elles peuvent encore travailler. Et comme elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, elles restent. Shiva Palliam est née dans ces collines. Comme beaucoup d'autres, elle a passé presque toute sa vie dans la plantation. Vous avez quel âge? 54 ans. Et à quel âge avez-vous commencé à travailler? J'avais 13 ans. Et comment vous sentez-vous? Je me sens très fatiguée. Mon corps me fait mal. Mes yeux aussi. Je ne vois plus clairement les choses. C'est un travail difficile? Oh oui, très difficile. On tombe beaucoup dans les pentes, on se coupe souvent, surtout au niveau des jambes, parfois gravement, et alors on doit aller à l'hôpital. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? C'est n'importe quoi. Enlève ces tiges, je ne veux que des feuilles. Deux heures plus tard, les cueilleuses se rendent à la première pesée de la journée. Chacune se présente avec son panier et sera payée au poids des feuilles ramassées. Grâce aux pluies abondantes de ces dernières semaines, Shiva Palliam en cueille plus de 20 kilos par jour. 20 kilos qui lui rapportent à peine 2 euros. La cueillette a été bonne ce matin? Oui, oui. Je suis contente. Est-ce que vous pensez qu'on vous paye assez pour ce travail? Non, pas assez. Bien sûr que ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous croyez? Regardez les prix au marché. Une noix de coco, c'est 20 centimes d'euros. 1 kilo de riz, le double. Donc on va pas loin avec 2 euros. On n'a même pas de quoi se nourrir. Nous poursuivons la route à travers la plantation. À chaque virage, des cueilleuses et encore ces silhouettes amoindries. Avant d'apercevoir enfin les premiers logements. 150 personnes vivent ici depuis 3 générations. Visiblement loin, très loin des circuits touristiques. C'est le chef du village et son fils qui nous font la visite de ces maisons construites, pour la plupart il y a plus d'un siècle. Au moment où les colonisateurs anglais décidaient d'introduire la culture du thé au Sri Lanka. Allez-y, rentrez. 4 personnes vivent ici et partagent le même lit.
Regardez, il y a des infiltrations d'eau tout le long des murs. Lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau monte dans toute la pièce. Vous pensez qu'une famille peut décemment vivre ici? À l'entrée du village, en contrebas, voici ce qui reste des logements après de violents orages. L'été dernier, on a eu de fortes pluies et beaucoup de vent. Un matin, tout d'un coup, le toit entier s'est soulevé avant de retomber. Il y avait 8 familles à l'intérieur. On a dû les amener à l'hôpital. Et pour atteindre le premier hôpital, il faut marcher plus de 5 heures à travers les collines. Il n'y a aucune route pour y accéder. Ici, les villageois vivent sans électricité ni eau courante qu'il faut aller puiser à l'extérieur du village. Regardez, toute l'eau nous vient directement de la montagne. Elle passe par ce tuyau jusqu'à ce réservoir là-bas. Voici l'eau que l'on boit. Les 55 familles qui vivent ici sont obligées de boire cette eau. Elle est en train de nous tuer. Elle est polluée, cette eau? Bien sûr. L'eau de pluie amène tous les pesticides qu'ils pulvérisent sur les théiers. Parfois, on trouve des cadavres de serpents et de rats dans le réservoir. On nettoie ce qu'on peut, mais on boit l'eau quand même. Il y a presque 1 mètre de saleté là-dedans. On n'en vient jamais à bout. Et pourquoi est-ce que vous ne vous plaignez pas? À qui voulez-vous qu'on se plaigne? Dites-le moi. Les patrons nous disent toujours qu'ils vont passer le lendemain. On les attend toujours. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils peuvent se faire avec le thé. Pour nous, rien ne change. Depuis que les colonisateurs anglais ont fait venir d'Inde ces travailleurs, ils sont aujourd'hui parqués dans ces logements, au cœur des plantations. Avant de repartir, nous sommes invités chez Palaniyama, 67 ans, la doyenne du village. Elle travaille encore et vit entourée de ses enfants et de ses petits-enfants dans 15 mètres carrés. Ce sont les Blancs qui ont fait venir mon père d'Inde jusqu'ici. Oui, les Anglais lui avaient dit qu'il allait faire fortune ici. Lorsqu'il est arrivé, il n'y avait pas de thé. Toutes ces montagnes étaient couvertes de forêts. On lui avait promis une meilleure vie et en fait, les Anglais lui ont menti, comme ils ont menti à tous nos ancêtres. Les Blancs ont menti. La vie est difficile ici, mais je veux pouvoir donner une éducation à ma petite fille. C'est pour ça que je m'accroche. Quelle autre richesse est-ce qu'on possède, à part nos enfants? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cueilleuse, comme ta grand-mère? Non. Pourquoi? C'est trop difficile de la voir souffrir comme ça. Qui cueillera le thé dans les prochaines années? Où trouver une main-d'œuvre qui acceptera des conditions de travail qui n'ont pas évolué depuis le 19e siècle? Et enfin, comment retenir les jeunes générations? C'est l'avenir des plantations qui est en jeu. Aujourd'hui, quelques rares producteurs prennent la mesure du problème et cherchent à faire du thé autrement. Et c'est avec cela que Jean-Marc Leclerc a décidé de travailler. Ce Français parcourt chaque année des milliers de kilomètres entre la Chine, l'Inde et le Sri Lanka à la recherche des meilleurs thés verts au monde. Ce qui était marquant pour moi, c'était de boire un thé exceptionnel et de savoir que derrière, il y avait des gens qui finalement souffraient trop à mes yeux. Et ça paraissait fou d'avoir la possibilité d'accéder à ce type de produit et que ce produit finalement ne porte que le dégustateur, quoi, et porte pas ceux qui sont l'auteur du thé. Nous arrivons à la plantation d'Idulgashina. C'est ici que Jean-Marc vient sélectionner ses thés pour le marché français. Une plantation 100% bio, née grâce à la volonté de cet homme, Nyana, le maître des lieux. Yes. How are you? You look good. You too. Thank you. Thank you. Thank you.
Depuis qu'il est à la tête de la plantation, il a banni l'utilisation des pesticides. Il a développé l'usage des engrais naturels et tous ses employés touchent un salaire 20 à 30% supérieur à la moyenne. Son credo, pour garder sa main-d'œuvre et obtenir le meilleur des thés, les cueilleuses doivent être impliquées dans la vie de la plantation. Ce matin-là, nous sommes conviés à assister à l'une de leurs journées les plus importantes de l'année, l'élection de leurs délégués. Maintenant, Sankar, lève-toi. Voilà, regardez-le bien. Ceux qui veulent voter pour lui, allez-y. Chaque année, un nouveau comité est élu. Il dispose d'un budget, négocie avec la direction et décide de toutes les améliorations des conditions de travail et de vie sur la plantation. Maintenant, ceux qui ont des questions à poser, allez-y. Les paniers qu'on utilise ne sont pas adaptés dès qu'il pleut. Ils deviennent lourds et la cueillette devient difficile. Il faut les changer. En réalité, tout le monde profite de ce système. Ils savent ce qu'il y a de mieux pour eux. Et si vous me demandez en termes de management ce que cela me rapporte, eh bien j'en profite aussi. Ils sont autonomes et pour moi, c'est plus facile. Donc vous y trouvez votre propre intérêt? Oui, bien sûr. Depuis que ce comité existe, une crèche et une école ont été créées au cœur de la plantation. La rénovation des logements est en cours et un dispensaire a vu le jour. Nous retrouvons Jean-Marc, parti découvrir les parcelles les plus reculées de la plantation, les plus difficiles d'accès, là où l'on trouve les théiers les plus recherchés. Tu vois tous les massifs de théiers au milieu des arbres, sur le haut de la montagne. En fait, le jardin est très escarpé, complètement en pente très raide et il monte jusqu'à 2100-2200 mètres d'altitude en fait. Donc les meilleurs thés se trouvent... Plus on est en altitude ouais, et plus on a des contrastes de température, des changements climatiques, donc les variations entraînent qu'on obtient des thés beaucoup plus riches en bouquets. Ah. Comme la vigne, ce sont les sols et le climat qui déterminent la saveur des feuilles. Le thé a besoin de beaucoup de pluie, mais quelques heures de soleil en plus ou en moins peuvent faire sur un même théier toute la différence. Ce qu'on pourrait appeler la table de cueillette, c'est tout ce qui est au-dessus de ça en fait. Et on voit que là, elles sont obligées d'écarter ça, qui peuvent les gêner pour cueillir, pour venir chercher ça. Voilà. Et donc elles prennent ça, uniquement. Le bourgeon amène toute la fraîcheur avec la deuxième feuille terminale. C'est quelque chose de très vivant en fait, comme un nouveau-né. C'est ça. Et là, c'est idéal pour faire un grand thé vert en fait. Quelques mètres plus haut, les théiers les plus convoités par Jean-Marc. Des feuilles encore plus tendres et des bourgeons encore plus jeunes. Voilà, ça c'est le type, exactement le type de cueillette qu'il faut faire pour qu'on puisse produire les thés rares que l'on recherche. En fait, ces thés sont rares parce que comme on fait une cueillette très fine, on obtient un volume extrêmement faible. En plus, à la production, il y a obligatoirement une partie de la production qu'on va rejeter, qui ne va pas correspondre à nos critères de qualité. Donc on se rend compte que c'est rien du tout, qu'un théier dans ce type de cueillette, ce type de production, va nous donner maximum 15-18 grammes de thé à boire par an. La toute dernière récolte de ces thés d'exception a eu lieu il y a une semaine. Jean-Marc va la découvrir dans l'usine de la plantation. Oh la vache! Dans toute la gamme que je vois là, ce qui m'intéresse c'est ça et ça. Le moment est important. Il s'apprête à choisir les thés qu'il va commercialiser en France. C'est un truc de fou, ça c'est sûr, il n'y a pas besoin de le goûter. Inglenet, je l'avais déjà goûté. Ça c'est un truc de fou que je ne connais pas non plus, ça c'est un thé vert. Disposé devant lui,
Les dernières sélections de la plantation, une trentaine de variétés de thé vert qu'il va goûter ou plutôt déguster. Celui-là de thé vert, il a l'air ouais, vraiment exceptionnel. Que tu vois la structure de la feuille, les couleurs, c'est de la cueillette jusqu'au roulage. On a affaire vraiment à un travail vraiment exceptionnel. Très très beau. Donc c'est presque du thé sur mesure en fait. Voilà. Oui, moi j'appelle ça de la haute couture. Hein, c'est la haute couture du thé en fait. On a des experts ici et ça nous donne des thés à voir qui sont très très beaux et à goûter qui sont vraiment extraordinaires, vraiment. Aiguille d'argent, larmes amères, reflets d'or. Autant de noms évocateurs pour des thés uniques qui tous ont été entièrement travaillés à la main. Chacun d'entre eux va être infusé entre 3 et 5 minutes, pas une minute de plus. Yes, ok. Celui-là, j'avais déjà goûté, c'est un super thé vert. Ce sont les mêmes thés que l'on trouve en France ? Ça n'a rien à voir, malheureusement. On a sur le marché aujourd'hui, comme c'est un thé sur lequel il y a énormément de demandes, je dirais qu'on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Et souvent, les thés verts qu'on trouve sont trop vieux, ont trop de stock, ont été trop manipulés, sont aromatisés, etc. Donc, à mes yeux, c'est plus du thé vert. Et si on les amenait ici et qu'on les ferait goûter à nos amis producteurs, ils seraient même très surpris que ça puisse exister sur le marché. Ils ne comprendraient pas pourquoi les gens achètent ces thés-là. Parce que pour eux, ce ne serait même pas du thé vert. Là, il y a toutes les caractéristiques des grands thés verts. Et il y a des aspects aromatiques qui sont proches de certains agrumes, mais légers, pas des agrumes durs. Vous voyez, et il a un corps extrêmement fluide en fait. Il couvre tous les autres goûts avant ont été couverts par le nombre d'arômes que j'ai retrouvés là. Sur les 30 thés présentés, Jean-Marc a enfin fait son choix. Il en retiendra 10, qui seront vendus en moyenne 50 €, les 100 grammes. On a la chance de boire une tasse de thé qui est une des tasses de thé au monde qui contient le moins de souffrance dans le monde. Donc c'est parce qu'ici les personnes sont respectées, considérées, parce que la nature est respectée. Donc quand le thé est cueilli, porté, produit, etc. par des gens qui vivent mieux, au bout du bout la tasse de thé elle est meilleure. Voilà. On va démarrer. Maybe. Je deviens fou là. You are making me crazy. Hein? Danny, you are making me crazy. Le projet social de la plantation d'Idulgashina n'est encore qu'une exception au Sri Lanka. Les prémices d'un changement, mais qui arrive peut-être trop tard. Les jeunes d'aujourd'hui sont en train de partir pour tenter une autre vie. Une nouvelle génération qui refuse d'être esclave de cette feuille et qui tourne le dos à 100 ans de servitude, à ces plantations, dernier héritage de la colonisation.